Bonjour et bienvenue sur Africa 24. Le président Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, organisation qui regroupe 15 États, dont des puissances économiques comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, est notre invité de cette édition spéciale du 35e sommet de l'Union africaine. Il partage sa vision sur les enjeux de sécurité, de transition démocratique, du développement du continent et les enjeux géostratégiques dans la perspective du sommet Europe-Afrique 2022. Président Jean-Claude Cassibrou, bienvenue sur Africa 24. Merci et bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission de la CEDEAO, dont un des membres, le Sénégal, assure la nouvelle présidence en exercice de l'Union africaine. Que symbolise cette responsabilité pour vous, la CEDEAO? Bien, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes à la 35e session de la conférence de l'Union africaine et le président Macky Sall, président du Sénégal, a pris les rênes, en remplacement du président Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Et donc, évidemment, nous en sommes très honorés, nous sommes très fiers. Et il a fait un discours où il a exposé sa vision, mettant notamment le rôle sur la paix, la sécurité, la stabilité du continent, en indiquant clairement qu'il allait également œuvrer pour le développement économique et social du continent, mettant en avant le fait que le continent avait des potentialités importantes, des potentialités énormes, que ce soit dans l'agriculture, dans les mines, dans le potentiel industriel, et que donc il fallait mettre bien entendu tout ça en valeur pour que ça puisse bénéficier aux populations africaines. Et bien entendu, il n'a pas oublié la Covid-19, l'importance de lutter contre cette pandémie, et surtout en mettant l'accent sur la production de médicaments au niveau continental et les produits pharmaceutiques particulièrement, la production de vaccins sur notre continent. Et donc ce sont des enjeux importants et nous pensons que le président Macky Sall, qui a déjà bien lancé ce processus depuis hier, va pouvoir conduire pendant cette année le continent sur vraiment des lendemains nettement meilleurs. Au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Mali, 4 pays de votre organisation. La transition démocratique en Afrique vient de subir l'épreuve des coups d'État. Comment expliquez-vous une telle situation? Quelles sont les solutions face à ce nouveau challenge de l'évolution institutionnelle et du modèle de transition démocratique dans notre continent? Bien, je voudrais rectifier. En Guinée-Bissau, il y a eu une tentative de coup d'État qui n'a pas réussi. Donc ça, c'est important de l'indiquer. Et deuxièmement, je voudrais aussi souligner que ici, lors de cette conférence de l'Union africaine, les coups d'État militaires ont été fortement condamnés. Il faut qu'on tienne compte du fait que le progrès économique et social ne peut se faire que dans des processus démocratiques. C'est le peuple, ce sont les populations qui doivent choisir leurs dirigeants librement. Et ce sont ces dirigeants qui doivent mettre en œuvre les différents programmes. Donc les coups d'État militaires, c'est une régression. Le continent a connu l'époque des coups d'État militaires dans les années 70, dans les années 80, et ça a été une expérience malheureuse qui a créé beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'au niveau continental, comme au niveau mondial, on est revenu à la notion que ce sont des processus démocratiques qui peuvent assurer des progrès. Donc, dans un régime démocratique où le peuple a choisi ses dirigeants, il peut y avoir des difficultés. Il faut les régler. Il faut régler les problèmes qui se posent. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problèmes. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Mais il faut les régler avec les mécanismes qui ont été mis en place, qui doivent fonctionner pour régler ces problèmes. Alors c'est vrai qu'au niveau de la région CEDEAO, au région de l'Afrique de l'Ouest, depuis plusieurs années, nous faisons face à des pressions terroristes, de nombreuses attaques terroristes qui ont créé beaucoup de difficultés dans certains pays. Vous avez mentionné le Mali, le Burkina, le Niger, la partie nord-est du Nigeria, donc souffrent de cette recrudescence extrêmement forte des activités terroristes qui proviennent, il faut le souligner, de la déstabilisation de la Libye. C'est depuis la déstabilisation de la Libye en 2011 que le terrorisme est devenu vraiment un fléau dans notre région. Évidemment, ça crée une contrainte majeure pour les dirigeants qui doivent, en plus des efforts de développement économique et social, faire face
a des difficultés en matière de lutte contre le terrorisme. Mais ça ne justifie pas des coups d'État. La lutte contre le terrorisme doit être intégrée, bien sûr, dans les programmes des pays membres. Au niveau régional, il y a une architecture qui apporte un accompagnement aux différents pays pour lutter contre le terrorisme. Et donc, il faut en tenir compte, il faut lutter efficacement, mais ça ne justifie en aucun cas un coup d'État militaire. Et du reste, le fait qu'il y ait un coup d'État militaire ne règle pas le problème. Au contraire, ça le complique. Ça le complique, pourquoi? Parce que d'abord, le pays a moins de capacités et de ressources pour faire face à ces attaques, puisque tous ceux qui apportent les soutiens se retirent, en tout cas les réduisent. Deuxièmement, la lutte contre le terrorisme coûte cher. Ça demande des ressources financières importantes. Quand il y a moins de ressources par les soutiens qui baissent, ça complique la tâche pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Donc, nous pensons que vraiment, on le condamne fortement, tous ces coups d'État. Bien sûr, en tant que communauté, et les décisions qui sont prises, c'est d'aider à ce qu'on obtienne rapidement un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous faisons dans tous les pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina ou que ce soit en Guinée. Aider ces pays à retrouver rapidement l'ordre constitutionnel parce que ça passe par la remise de la décision du choix des dirigeants au peuple. Et c'est ça la démocratie. Monsieur le Président, parlant des sanctions imposées au Mali, prenons le cas du Mali. Comment comptez-vous renouer le dialogue avec les autorités de transition du Mali et quel message souhaitez-vous donner aux Maliens? Bien, merci beaucoup. Je pense que quand on parle de transition, vous avez pris le cas évidemment du Mali, où la CEDEAO a imposé des sanctions. En général, quand il y a une situation de rupture de l'ordre constitutionnel dans un pays, les sanctions, on n'aime pas imposer des sanctions, on passe d'abord par un processus de médiation, de dialogue. Et donc, c'est au-delà de cette procédure. Quand il n'y a pas de progrès, que les sanctions sont appliquées, et elles sont appliquées de manière graduelle. Si vous prenez le cas du Mali, après le coup d'État, en 2020, en août 2020, il y avait eu des sanctions. Mais lorsque nous sommes mis d'accord sur le calendrier et le programme donc de la transition, notamment à Accra en septembre 2015, les sanctions ont été levées, le processus a continué donc, de la transition. Et il n'y a pas eu de sanctions pendant cette période. Mais c'est lorsque, à partir du deuxième coup d'État, du 24 mai 2021, que les autorités se sont engagées dans un processus de ne pas vouloir respecter le calendrier pour les élections, qu'ils avaient accepté, ça c'est important de le dire, qu'ils avaient accepté le 15 septembre 2020 à Accra, qu'on a d'abord attiré leur attention. Le médiateur, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, le Goodluck Jonathan, est parti à plusieurs reprises pour attirer leur attention sur le fait que la voie qu'ils suivaient n'allait pas leur permettre de respecter le calendrier des élections qui devaient se tenir en principe à la fin du mois de février 2022. Et c'est à partir de novembre, donc vous voyez le temps que ça a pris, les discussions, qu'on a mis des sanctions d'abord ciblées, et en leur disant attention, il faut respecter le chronogramme. Vous l'avez adopté, vous étiez d'accord, on s'est mis d'accord, il faut respecter. Donc début novembre, la CEDEAO a pris des sanctions ciblées, en leur disant, écoutez, si vous ne faites pas des progrès dans la préparation des élections pour atteindre la date de fin février 2022, la CEDEAO va prendre des sanctions économiques et financières. Début décembre, lors du sommet ordinaire, le 12 décembre, à Abuja, la CEDEAO a encore constaté qu'il n'y avait pas de progrès. En ce moment, elle a dit, écoutez, ça fait pratiquement 6 mois qu'on attend et on ne voit pas de chronogramme. Donc on vous donne jusqu'à la fin du mois de décembre pour nous donner quelque chose. Si on ne reçoit pas, on va appliquer des sanctions économiques et financières. Fin décembre, les autorités de la transition malienne donnent un chronogramme d'une extension de 5 années, après avoir passé 18 mois. Ça fait pratiquement 6 années et demie. Même un président démocratique élu
démocratiquement élus ne passent pas autant de temps. La CEDEAO a trouvé que c'était inacceptable. Mais malgré ça, la CEDEAO a envoyé le médiateur à Bamako pour expliquer encore aux autorités que ce calendrier de 5 ans d'extension n'était pas acceptable. Le 8 janvier 2022, les autorités de la transition amènent un autre calendrier pour une extension de 4 années. Totalement inacceptable, totalement irréaliste. C'est antidémocratique, ça prive le peuple malien du choix de ses dirigeants pendant presque 6 ans. C'est totalement inacceptable. Et c'est pour ça que le 9, le lendemain, lors d'un sommet extraordinaire, la CEDEAO a imposé les sanctions économiques et financières qu'elle avait annoncées depuis novembre 2021. Donc les sanctions qui sont actuellement imposées, c'est la responsabilité des autorités de la transition. Elles sont responsables. Et ce sont elles qui ont créé cette situation. Et donc, le peuple doit leur demander des comptes. Premièrement, pourquoi ils n'ont pas respecté le calendrier qu'elles avaient accepté? Et deuxièmement, comment on peut proposer un calendrier de 4 années en plus des 18 mois? Donc, toute la responsabilité, c'est les autorités de la transition malienne. Et c'est pour ça que, dans au dernier sommet donc, de la CEDEAO, qui s'est déroulé donc, la semaine dernière, la CEDEAO a dit clairement qu'elle attend un chronogramme raisonnable des autorités de la transition pour lever les sanctions. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Ceux qui sont responsables des sanctions, c'est les autorités de la transition malienne. Donc c'est à eux de créer les conditions pour que les sanctions soient levées. Au niveau de la communauté, donc nous sommes disposés, d'ailleurs ça a été dit clairement par les chefs d'État, vraiment à travailler avec les autorités de la transition malienne pour les accompagner pour un retour dans l'ordre constitutionnel. On ne peut pas rester dans cette situation où il n'y a pas de régime démocratique, on est dans un régime de transition militaire. Ce n'est pas acceptable, c'est contraire aux principes de la CEDEAO, tel que c'est inscrit dans le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, protocole qui a été signé et ratifié par le Mali. Et je voudrais signaler et rappeler que la CEDEAO a imposé plusieurs fois des sanctions dans d'autres pays. La Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Niger. Il y a eu des sanctions quand il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. Donc ce n'est pas la première fois. Et chaque fois, quand les autorités reviennent à des propositions qui sont réalistes, qui sont acceptables, mais la CEDEAO lève les sanctions. Donc, encore une fois, je voudrais vraiment insister et appeler, comme ça a été fait par le sommet, les autorités de la transition malienne à faire en sorte, à prendre les mesures, c'est-à-dire à proposer un chronogramme réaliste, raisonnable, pour qu'on puisse lever les sanctions. Parce que c'est vraiment ça le vrai problème. Et surtout, œuvrer et travailler pour que le Mali, qui est quand même un pays important pour notre communauté, retrouve vraiment la place qui est la sienne, et comme ça a été le cas dans le passé. La question de sécurité est cruciale pour les pays de la CEDEAO, avec le terrorisme et le piratage maritime qui déstabilisent la majorité des pays du Sahel. On a le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Quelles sont vos mesures pour empêcher les États de vaciller? Est-il une réponse alternative de négociation à part la guerre contre les djihadistes? Je crois qu'il faut être clair. On ne négocie pas avec les terroristes. Parce que les terroristes, d'abord, s'attaquent à l'État, ils affaiblissent les systèmes publics, on le voit, quels sont les résultats? Il y a des morts, pas seulement militaires, mais il y a des morts civiles, il y a des écoles qui ferment, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a des déplacés internes, dans certains pays, ce sont les paysans qui ne peuvent plus aller cultiver les fermes, et donc ça crée une instabilité non seulement institutionnelle, mais ça crée une instabilité économique et sociale. Et les populations qui sont souvent utilisées par les terroristes, parce que qu'est-ce qui se passe? Les terroristes essaient de mettre les communautés, les ethnies en conflit pour créer justement une situation où il y a une lutte entre les différentes communautés. Donc on ne négocie pas avec les terroristes. Il faut vraiment lutter, s'organiser
efficacement, mais cette organisation doit se faire au niveau national, mais il doit y avoir une coordination au niveau régional et au niveau de la CEDEAO. Nous avons notre plan régional de lutte contre le terrorisme qui est en application, qui soutient les pays membres. Nous avons des initiatives, l'initiative d'Accra, qui essaie de coordonner l'action de lutte contre le terrorisme au niveau de certains pays. Nous avons des mécanismes qui permettent aux pays de lutter le long des frontières, justement, pour sécuriser et empêcher donc, les infiltrations des terroristes donc, entre les pays. Donc il y a plusieurs mécanismes qui sont en place. Mais la lutte, elle est nationale, elle est régionale, et bien sûr, on bénéficie également du soutien des partenaires au niveau international qui viennent apporter leur soutien pour la lutte contre le terrorisme. Sur le plan de la lutte contre la piraterie maritime, c'est la même chose. La piraterie maritime, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'incertitude, ça affecte l'approvisionnement des différents pays puisqu'on attaque les bateaux qui arrivent et donc ça contribue au renchérissement des produits qui rentrent dans les pays et donc ça crée une ambiance donc, de peur et d'instabilité. Donc la lutte, encore une fois, pour qu'elle soit efficace, elle doit se mener pas seulement au niveau national, parce que le long du golfe de Guinée, c'est tous les pays qui sont sur le golfe de Guinée qui sont affectés. Et donc ce n'est pas seulement la CEDEAO. Bien sûr, au niveau de la CEDEAO, nous avons un mécanisme régional, nous avons des centres qui sont installés le long des différents corridors donc, de ces pays, mais elle va jusqu'en Afrique centrale. C'est pour ça qu'en 2018, on a eu cette conférence au niveau des chefs d'État de la CEDEAO et de la CEEAC pour justement régler et apporter des solutions conjointes à la lutte contre la piraterie maritime. Il y a des résultats positifs. On a vu une baisse des attaques au niveau donc, de ce domaine et on va continuer parce qu'il faut qu'on arrive à coordonner nos efforts pour justement faire baisser ces attaques qui affectent, comme je l'ai indiqué, tout le secteur économique mais aussi le secteur social. Le sommet Union africaine-Union européenne 2022 arrive à une période charnière de la relation de l'Afrique avec l'Europe, en particulier avec la CEDEAO. Quelles sont vos attentes sur le plan politique, économique et social? Je pense que entre l'Afrique et l'Union européenne, évidemment, ce sont des relations qui sont historiques. Nous avons donc un partenariat qui est riche, qui est dense et qui existe depuis de nombreuses années. Et donc, je pense que ce sommet va permettre d'abord, premièrement, de faire un peu le point de notre coopération, de voir quelles ont été, bien sûr, les forces, mais aussi quels ont été peut-être les points sur lesquels on doit mettre l'accent. Je crois qu'il y a des sujets importants qui doivent être évoqués pour la CEDEAO, en particulier la Covid-19, parce que malgré tous les efforts qui sont faits, nous avons encore du mal au niveau de la région à avoir suffisamment de vaccins pour vacciner nos populations. Alors si en Europe, ils ont atteint des taux de vaccination très élevés, en Afrique en général, et ça a été bien indiqué lors de ce sommet de l'Union africaine, mais à la CEDEAO en particulier, nous avons encore un taux de vaccination assez faible pour les populations qui ont reçu les 2 doses. Donc je crois que la Covid, ça va être un des sujets. La question de la sécurité, on en a beaucoup parlé. Pour nous, c'est essentiel. Et donc, je crois que ça, nous allons l'évoquer. Ça va être évoqué, ça va être discuté. Il y a la question globale donc, du développement économique et social, parce que, vous savez, la lutte contre le terrorisme, le meilleur moyen, en tout cas un des moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme, c'est, les questions de développement économique, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'infrastructure. Plus on avance dans ce domaine, moins il y a de chances pour les terroristes de pouvoir donc s'incruster, parce que c'est aussi ça la difficulté. Donc je crois que ce sont des sujets qui vont être abordés, mais évidemment dans l'intérêt commun des 2 parties. Comme je l'ai dit, l'Union africaine, la CEDEAO en particulier et l'Union européenne ont des relations qui datent de très loin. On a un partenariat riche, dense, et ce n'est pas seulement la CEDEAO, c'est le continent africain également. Donc je crois que ce sera l'occasion vraiment de faire le point et de porter notre coopération à un niveau encore plus haut. Merci monsieur, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.
Merci d'avoir suivi cet entretien. L'information continue sur Africa 24.